Bien, mais bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux nouveaux participants et merci et bienvenue à ceux qui me suivent déjà ou qui viennent déjà pour la deuxième ou la troisième fois. Euh, c'est super. Je suis vraiment touché. Je vous remercie parce que je suis ravi de pouvoir vous partager ce contenu. Alors, je vais me mettre en mode de présentation d'écran, partage d'écran. Hein, on va enlever ce truc-là. Voilà. Hein, donc, eh bien, écoutez, bienvenue dans cette session, troisième session de Devenez une personne d'influence. Hein, et donc, on est dans ce trajet de, de découverte de l'influence et de l'influence qui contribue pour le leadership. Alors, ceux qui n'ont pas de quoi écrire, je vous invite à vous équiper de papier, de crayon, de stylo. Pour les autres, eh bien, vous avez déjà toutes vos armes superbes. Et donc, dans ce parcours de devenir une personne d'influence, eh bien, l'objet est de pouvoir vous amener à comprendre comment on peut jouer un rôle positif dans la vie des autres. Hein. Et c'est dans ce sens-là que l'on sous-entend l'influence. La, la première semaine, nous avons parlé d'intégrité et nous avons mis en fait les bases euh, du parcours, hein, et du parcours d'influence. La semaine dernière, nous avons parlé de nourrir les autres et de faire confiance aux autres. Et cette semaine, nous allons aborder le fait d'être à l'écoute des autres et de comprendre les autres. Alors, comme je vous l'ai dit, le leadership, c'est de l'influence. Et plus vous augmentez votre influence, plus vous augmentez votre leadership. Hein. C'est vraiment ça. Euh, pour augmenter votre leadership, vous devez augmenter votre influence, ou en augmentant votre influence, vous augmentez votre leadership. C'est l'un ou l'autre, mais c'est vraiment ça le parcours. Alors, pour planter le décor au niveau de leadership, je voudrais vous rappeler pour ceux qui étaient déjà là la fois précédente et autrement pour les autres, eh bien, vous mettre en avant le fait qu'il y a 5 niveaux de leadership et les 5 niveaux, eh bien, sont les suivants. Vous avez ce que l'on appelle le leadership de position. C'est le fait d'avoir le droit de dire qu'on est le chef. C'est la caricature du chef et qu'il soit nouveau dans une fonction de leader ou bien qu'il soit au sommet de sa gloire professionnelle et éventuellement PDG d'une organisation. Vous avez de ces individus qui ne vivent que par le titre et les avantages que le titre leur prodigue. Ils ont besoin d'un bureau particulier, d'une assistante, d'un nombre de pots de fleurs dans le bureau, d'un nombre de fenêtres, éventuellement d'une place de parking privilégiée pour leur voiture, sans parler de la cantine ou de leur table dans le restaurant. Enfin bref, vous voyez bien le portrait un petit peu caricatural que je fais, mais qui malheureusement n'est pas toujours très loin de la réalité. Euh, et ces personnes-là, eh bien, vous allez les suivre parce que vous n'avez pas le choix. Et donc, malheureusement, on subit et on attend qu'une chose, c'est qu'il passe. Vous avez le deuxième niveau qui est le niveau de la permission. Et à ce niveau-là, eh bien, le leader, eh bien, lui, il établit des relations avec vous. Il se rend compte que vous faites partie de son groupe et que sans vous, le groupe ne fonctionne pas. Et donc, il va s'intéresser à vous euh, pas uniquement de dire bien travaillé José, non, non, c'est éventuellement de savoir qui est José, éventuellement de se rappeler qu'il y a des éléments particuliers dans sa vie et de ne pas les oublier au moment opportun. Et donc, on se rend compte qu'on n'est plus un individu, mais qu'on est quelqu'un dans l'équipe de ce leader-là. Et on a donc dès lors envie de le choisir par choix, de le suivre, pardon, par choix.
Le troisième niveau, c'est le niveau de leader de production. C'est le leader qui commence à se rendre compte que euh, quand il intervient dans un projet, quand il intervient dans une initiative qui est lancée, ça n'est pas pour se prendre les fleurs à l'arrivée, mais c'est parce qu'il veut vraiment faire en sorte que l'équipe réussisse, que le projet réussisse et que euh, il y ait un résultat à la clé. Et donc, il va avoir un impact sur la façon dont il va faire fonctionner l'équipe, le groupe dans lequel il est, pour arriver à ce résultat. Et, euh, et là, eh bien, vous allez vouloir les suivre parce qu'ils ont contribué à accomplir quelque chose pour l'organisation. Et ce sont des leaders qui attirent déjà eux pour ce qu'ils ont accompli. Le quatrième niveau, c'est le niveau du développement des personnes. Ce sont des leaders qui reproduisent autour d'eux d'autres leaders. Ce sont donc ces leaders qui vont chercher dans l'organisation des membres de l'organisation qui ont les capacités, l'étoffe de pouvoir prendre des responsabilités en tant que leader. Parce que déjà, ils ont éventuellement établi du relationnel, parce que éventuellement ils ont du relationnel et qu'il leur manque juste le petit peu de plus pour grandir à un niveau élevé. Et ce sont des leaders qui n'ont d'ailleurs pas peur de faire monter des membres de leur équipe jusqu'à leur niveau, voire plus haut, parce qu'ils savent que c'est bon pour l'organisation et que la personne a l'étoffe et les compétences de pouvoir grandir à ce niveau-là. Et donc, eux, eh bien, vous allez avoir envie de les suivre pour ce qu'ils ont fait pour vous. Et alors, le dernier, c'est le sommet, ce que l'on appelle en anglais le pinacle, c'est le respect. Ce sont des personnes qui arrivent à ce niveau-là parce que ils ont travaillé pendant toute leur vie à nourrir le leadership autour d'eux, à faire grandir et à reproduire des leaders. Et on a envie de les suivre parce qu'ils représentent pour eux déjà quelque chose ou quelqu'un plutôt qui est inspirant. Euh, Nous avons un exemple pour les personnes d'entre nous qui sont ici ce soir et qui font partie de la John Maxwell Team. Un des exemples, c'est John Maxwell lui-même. Mais il y en a d'autres. Il y a d'autres membres aussi de l'organisation John Maxwell Team qui sont arrivés à ce niveau-là parce que eux représentent en effet quelque chose de significatif. Donc ça, ce sont les niveaux de leadership. À côté de ça, nous avons aussi identifié les niveaux d'influence. Et on a commencé à travailler dessus. Modeler, c'était la partie intégrité. Motiver, c'était déjà la semaine dernière avec nourrir et faire confiance aux autres. C'est encore ce soir avec écouter et comprendre. À partir de la semaine prochaine et pour les 3 semaines qui vont suivre, on va aborder une semaine, un élément pardon, à la fois du niveau de mentorer. Et on terminera à la fin de l'été avec multiplier. Donc voilà, ça c'est un peu le trajet que je vous propose et que je vous ai déjà proposé les semaines précédentes. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons donc commencer sur le niveau d'influence qui est écouter. Alors, il y a une chose importante que l'on ne doit pas perdre de vue, c'est que dans la vie d'aujourd'hui certainement, mais ça l'était déjà dans le passé et ça le sera d'autant plus à l'avenir, on ne peut pas réussir sans les autres. Mais on ne peut pas réussir avec les autres en étant juste à leur déverser de l'information. On pourra réussir avec les autres parce que l'on a aussi développé cette capacité de savoir se connecter avec eux et donc de savoir les écouter. Et si vous voulez donc aider les autres et avoir un impact positif sur eux, vous devez apprendre à comment les écouter. Et donc, ici, ce soir, en début de session, moi, je vous invite à réfléchir quelques secondes sur
votre niveau d'écoute. Et sur une grille de 1 à 10, 1 étant le plus bas et 10 étant le plus haut, je vous invite à écrire maintenant sur le document avec lequel vous êtes, votre cahier, quel est le chiffre que vous donnez dans votre capacité d'écoute. Je vous le demande, je vous le suggère de faire l'exercice maintenant en début de session et vous pourrez le refaire enfin pour voir avec le contenu de ce que l'on va discuter ici ce soir où vous en êtes réellement. Et ça vous permettra d'avoir un peu un effet miroir pour vous sur votre niveau et votre capacité d'écoute. Je vous y invite, mais comme partout, vous êtes libre de faire ou bien juste d'attendre. Moi, je respecte pleinement. Alors, pour écouter les autres, on va éventuellement d'abord commencer par définir quelle est la valeur de l'écoute ou comment est-ce que vous pouvez vous-même évaluer la valeur de l'écoute. Et il y a, il y a 6 ou 7 niveaux pour cela, ou 6 ou 7 indices. Le premier d'entre eux, c'est le signe de respect. Le signe de respect que vous allez exprimer en montrant que eh bien, vous écoutez l'autre. Vous êtes attentif et intéressé à ce qu'il vous raconte. L'erreur que beaucoup d'entre nous font, et je dis beaucoup d'entre nous parce que je suis probablement le chef de file de l'histoire, c'est que quand on écoute, on a envie très souvent d'un moment intervenir pour montrer que on a compris ce que l'autre dit et éventuellement qu'on en sait autant, voire plus que lui. Et c'est malheureusement une erreur que l'on commet parce que on coupe à ce moment-là cette capacité d'écouter et on bloque l'interlocuteur dans le fait qu'il ait envie de continuer et donc on va rater des occasions. On va rater des occasions d'apprendre. Le deuxième niveau, c'est créer des liens. Et les maîtres dans l'art de l'écoute et éventuellement dans la discipline du leadership sont des personnes qui monopolisent l'écoute, qui font attention justement à prêter l'oreille attentive à leurs interlocuteurs ou à leurs collègues, membres d'un groupe ou de l'équipe dans laquelle ils sont. Quand vous regardez, quand vous vous rappelez le livre de Dale Carnegie, Comment trouver et se faire des amis et influencer les autres, eh bien, il dit, vous pouvez vous faire autant d'amis que vous voulez en 2 semaines en prêtant une oreille attentive à ce qu'ils disent. Et les meilleurs leaders sont souvent ceux qui savent écouter. Par rapport aux personnes qui se croient leaders et qui commencent à prendre la parole. Je vais prendre l'exemple dans une réunion d'équipe. Le, le responsable de l'équipe qui arrive en début de réunion en disant, écoutez, on a un sujet important à devoir discuter, c'est un problème qui est hyper stratégique, etc. Et je voudrais avoir votre avis. Et il a juste le temps de planter le décor et de donner le titre du sujet, éventuellement d'un petit peu élaborer quel est le point euh, sur lequel il prétend solliciter l'avis de son équipe. Et bien, écoutez, pour faciliter les choses et commencer, je vais vous donner mon point de vue. Et puis alors après, il est très déçu parce que les autres participants autour de la table, tout d'un coup, deviennent muets comme des carpes. Et il s'étonne qu'il ne parvient plus à avoir un débat avec le membre de son équipe. Et c'est tout simplement parce qu'il a voulu monopoliser la parole en donnant d'avance son avis et en ne donnant pas l'impression aux autres que leur avis serait écouté. Donc il a oublié de créer des liens. Il est passé aussi à côté de la capacité ou de la possibilité d'augmenter ses connaissances parce que
il est arrivé avec son problème et ce qu'il croyait être sa solution. Et dès lors, eh bien, les autres fermés comme des huîtres. C'est bien dommage. Euh, mais ça, c'est aussi un élément important. L'écoute peut générer aussi des idées. Qui d'entre vous connaît la société 3M? La société 3M, le nom vous dit peut-être rien du tout, mais pourtant vous la connaissez tous. C'est cette société qui a créé ces fameux post-it, ces, ces espèces de signets que j'ai ici dans mon livre pour le marque-page. Euh, et ils y sont arrivés parce que ils ont permis à leur personnel de pouvoir consacrer jusqu'à 15% de leur temps de travail à développer des produits qui n'ont rien à voir avec, à la base avec le core business de l'entreprise. 3M fournit et développait à l'époque, avant la création des post-it, il développait des solutions autocollantes pour l'industrie. Donc vous aviez besoin de coller des logos sur une voiture, de badigeonner un bâtiment avec une toile autocollante et autres. 3M a la solution. Et puis tout d'un coup, il y a un des ingénieurs qui était dans une chorale et qui était extrêmement embêté parce que euh, il écornait toujours les pages des livres de chant. Et ça l'embêtait parce qu'il abîmait ses livres et comme il ne lui appartenait pas qu'il devait le remettre, eh bien, il était gêné de se dire que la personne qui le suivrait ouvrirait ce livre de chant avec des pages écornées. Et un jour, il est revenu avec ces espèces de papiers un peu autocollants qu'il a commencé à mettre comme marque-page à différents endroits du livre. Et à la fin de la chorale, plusieurs membres de la chorale lui ont dit, mais écoute, où as-tu trouvé ces papiers-là? Parce que on aimerait bien avoir ça aussi. On a remarqué que c'était génial. Tu étais parvenu à marquer les pages fabuleusement et on est comme toi, on est très embêté de ne pas avoir un bon système. Et c'est de fil en aiguille comme ça qu'il a pu motiver son entreprise à créer le produit Post-it qui aujourd'hui est quelque chose que l'on utilise tout le temps. Et 3M a développé cette capacité d'entrepreneurship, mais a aussi été plus loin en ayant un bureau des plaintes qui a une oreille hyper attentive aux remarques de ses clients et qui part de chaque plainte de clients pour pouvoir faire travailler ces bureaux d'études et de recherche pour améliorer leurs produits et souvent pour développer de nouveaux produits. Et ça, c'est la source de l'écoute qu'ils ont éventuellement définie. Alors, le point suivant, c'est la fidélisation. Euh, vous pouvez être un aimant ami parce qu'ils savent que vous avez une oreille attentive et que vous osez prendre le temps de les écouter d'abord et éventuellement par après de pouvoir leur fournir des avis, des suggestions, des recommandations basées sur ce que vous avez entendu et pas basées sur ce que vous croyez être la vraie demande qu'ils ont, etc. Donc ça, c'est un élément aussi important. Et puis alors, le fait d'écouter, eh bien, c'est s'aider soi-même parce que ça vous permettra de créer des relations fortes, ça vous permettra éventuellement de rassembler, mais ça aidera aussi les autres parce que ils se rendent compte qu'ils ont aussi une position importante dans votre relation avec eux. Alors à côté des valeurs de l'écoute, il y a les obstacles à l'écoute. Qu'est-ce qui fait que nous pourrions éventuellement être, entre guillemets, sourds à nos interlocuteurs? Mais d'abord le fait que dans bien des cas et dans beaucoup de situations de société, on est persuadé qu'il faut survaloriser la parole. Vous interrogez 10 personnes sur en quoi ils devraient, quels sont pardon, les fondements qui font, sur lesquels ils devraient investir pour améliorer leur communication. Et entre 9 et 10 d'entre eux vont vous dire, ah, je devrais éventuellement améliorer
ma diction, mon débit de parole, la structure de mes idées. Je devrais être capable de pouvoir changer de tonalité, etc., etc. Et la majorité vont vous parler de leur façon de pouvoir s'exprimer. Très peu, voire quasi aucun, ne va vous parler de sa qualité et de son efficacité d'écoute. Or, dans des équipes, on va vite se rendre compte que les membres de l'équipe ont un besoin criant d'être entendus, d'être écoutés. Ils se font d'abord entendre en criant fort, et puis alors après, ils peuvent baisser la voix parce qu'ils voient que vous commencez à les écouter. Ça, c'est le premier obstacle. On a toujours l'impression qu'on doit parler. Le deuxième, c'est le fait d'être à moitié présent, donc de manquer de concentration. C'est éventuellement de ne pas entendre ce qui est dit, mais c'est surtout de ne pas entendre ce qui n'est pas dit. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand on ne se voit pas, c'est compliqué. Pas tout à fait vrai. Les silences peuvent être très bavards. L'intonation peut vous dire énormément de choses. Et ça, c'est vraiment très important. Un sourire s'entend au téléphone. Vous ne le voyez pas pourtant. Et autrement, quand vous êtes en présence de quelqu'un, eh bien, il y a tout son langage corporel qui va vous raconter une histoire qui peut être éventuellement très intéressante parce qu'elle sera peut-être différente de ce que le son vous raconte. Donc, faisons en sorte d'être présents. Alors, il y a éventuellement la fatigue du moment, la fatigue mentale qui fait qu'on oublie de se focaliser sur l'interlocuteur. On peut avoir des stéréotypes euh, sur la personne, sur la profession qu'elle représente, sur les circonstances. Enfin bref, je ne dois pas vous les expliquer. Je suis sûr que vous voyez très bien de quoi je parle. Hein, ou tout simplement parce qu'un jour, eh bien, euh, Gérald vous a écrasé les pieds, vous allez éventuellement dire oui, mais non, il est incapable d'écouter ou n'importe quoi. Enfin, vous allez mettre un stéréotype et au moment où vous l'avez mis, il était peut-être bon, mais un jour plus tard, une heure plus tard, il n'est probablement plus adéquat. Donc, on doit essayer de sortir des stéréotypes, ça n'est pas évident. Il y a notre bagage émotionnel, le fait d'être tellement dans nos émotions qu'à un moment, eh bien, on devient sourd et on est trop préoccupé par soi. C'est vrai qu'on est important, mais dans la communication, on est deux et donc on ne sait plus écouter si on fait que s'écouter soi et qu'on ne parvient pas à prêter attention à l'autre. Et alors, il y a le fait d'être préoccupé justement par soi-même. Et j'aurai une petite histoire un peu croustillante mais amusante à vous conter si vous voulez bien. C'est un couple qui est à la maison. Madame, la caricature, est à la cuisine, elle est occupée. Monsieur, lui, il est dans son fauteuil devant sa télévision en train de regarder un match de football absolument passionnant du point de vue de monsieur, évidemment. Madame commence la discussion en disant, écoute, mon cher, le plombier est passé ce matin, mais il n'est pas arrivé à temps pour pouvoir fixer la fuite d'eau chaude que nous avons dans le chauffe-eau. Ah bon, dit le mari. Oui, oui, et donc le tuyau pardon, a explosé et il y a eu une inondation dans les caves. Oui, écoute, tranquille si tu veux, parce qu'ici on est dans la troisième phase du jeu et ça devient vraiment captivant et important. Donc, euh, ne me dérange pas trop. Et l'épouse continue en disant, oui, mais il y a eu quelques câbles qui ont été humidifiés et ça a quasiment électrocuté le chien. Et le mari répond, oh non, ils ont de nouveau raté un but. Mais enfin, vas-y, shot-nous d'une pipe, hein, continue. Et la femme embraye en disant, oui, le vétérinaire a dit que ça n'était pas trop grave et que le chien va aller mieux
dans quelques semaines. Et le mari alors se tourne vers sa femme en lui disant, tu peux m'apporter quelque chose à manger, s'il te plaît? Et la femme continue, imperturbable, en disant, oui, bon, le plombier est quand même venu et il était très content parce que comme notre tuyau s'est cassé, eh bien, euh, il va pouvoir maintenant prendre des vacances, hein. Ça n'est plus urgent, hein, écoute le problème. Non, mais tu ne m'écoutes pas. Tu n'as pas entendu que j'ai faim, lui dit le mari. Et la femme continue en disant, oui, bon, euh, je te signale que je m'en vais, je te quitte. Le plombier et moi, nous partons à Acapulco ce matin. Non, écoute, tu peux pas arrêter, s'il te plaît. Tu ne comprends pas que tu es en train de perturber ici mon écoute du match de football, hein. Donc, le, la- le beau vaudeville, hein, où vous avez une personne qui vous raconte une histoire extrêmement sérieuse et l'autre qui est tellement pris dans son truc qu'il n'a même pas entendu l'énormité qui se passe dans sa vie et le chamboulement catastrophique. Ne passons pas à côté d'un chamboulement catastrophique, ça serait quand même fort dommage pour nous. Donc, faisons attention à la façon dont on veut écouter les autres. Alors, vous avez un... comment il s'appelle encore cet homme-là? J'ai oublié par cœur. Oui, voilà. Brian Adams, un auteur d'un livre sur les ventes cybernétiques, qui lui a fait une étude et il explique que euh, pendant nos heures de veille, eh bien, nous passons 9 heures à écrire, 9%, pardon, 9 heures, n'importe quoi, 9% à l'écriture, 16% de notre temps à la lecture, 30% à la parole et 45% à l'écoute. Moi, j'avoue, quand j'ai vu ces chiffres, j'étais extrêmement étonné, euh, mais ça me laisse songeur parce que je vais faire plus attention de voir en effet le temps que je passe à écouter plutôt qu'à parler et je vais peut-être faire des découvertes. Mais je ne sais pas pour vous, mais voilà, moi en ce qui me concerne, je vais faire des découvertes. Et c'est très bien comme ça. Alors, quelles sont les étapes pour pouvoir développer son écoute? Parce que là, je crois on peut aussi de nouveau euh, voir comment on peut y arriver. Alors, ceux d'entre vous qui ont déjà suivi les masterclass précédentes sur le parcours Tout le monde communique et peut se connecter vont retrouver éventuellement des éléments qui ont été cités dans cette masterclass-là. Je suis désolé de me répéter, mais pour les autres, vous allez probablement apprendre quelque chose. On, on vous invite, en effet, ça paraît évident, hein, mais on l'oublie parfois, regardez votre interlocuteur, hein. Ne, N'ayons pas le regard qui va partout, mais pas sur la personne en face de nous, hein. Quand je suis dans un lieu public, il m'arrive parfois d'être avec quelqu'un, d'avoir, je le suis certain, l'oreille attentive à ce qu'il dit, mais les yeux qui furettent partout parce que je suis distrait, parce que c'est comme ça. J'ai l'impression qu'autrement je vais rater quelque chose. C'est idiot, parce que ce que je rate, c'est la connexion avec la personne avec qui je suis. Mais donc, voilà, ne nous ratons pas dans ce cas-là, parce que c'est franchement dommage. Le deuxième point, eh bien, maîtrisons-nous. N'ayons pas envie d'interrompre notre interlocuteur à tout bout de champ, même, même si, même si nous avons quelque chose de pertinent à raconter, laissons-le aller ou laissons-la aller jusqu'au bout et, euh, et après posons des questions éventuellement de clarification, qui est le huitième point ici, hein, mais là, le lien entre le 2 et le 8, n'interrompons pas, attendons la fin et puis quand il faut, eh bien, intervenons. Euh, je crois que c'est important. Il faut savoir que quand on interrompt, on crée un sentiment particulier chez l'interlocuteur. Euh, il peut avoir l'impression qu'on ne lui donne pas la valeur qu'il peut estimer avoir, hein. Ou bien on, on a l'impression que il peut avoir l'impression qu'on veut l'impressionner lui,
Hein, il peut avoir ce sentiment qu'on veut l'impressionner. C'est éventuellement parfois pour ça que l'on veut interrompre. Hein. C'est que on veut aussi dire oui, mais tu sais, je sais. Oui, crée bon sang. Mais mordons-nous la langue et éventuellement écoutons parce qu'on sait le début, mais il n'est pas sûr qu'on sache la fin. Et qu'à la fin, on va peut-être apprendre quelque chose que l'on aurait voulu entendre au début, mais qui n'arrive qu'après. Donc apprenons cet élément-là. Et puis, on peut aussi être dans une grande excitation. Ok, mais oui, maîtrisons-nous. Alors, on peut aussi se concentrer sur la compréhension. Et pour ça, eh bien, je peux vous suggérer quelques différentes manières de pouvoir écouter. On peut écouter avec la tête et le cœur. On peut aussi, pardon, la tête et le cœur, parce que là, on va créer la connexion. On peut écouter avec intention, parce que là, on va chercher à comprendre. On peut aussi écouter le message qui est dans le message. On peut aussi vouloir comprendre et ou entendre et le contenu et les sensations. On peut écouter avec les yeux, hein, le non-verbal, par exemple. Euh, on peut écouter les autres avec intérêt euh, ou parce qu'ils nous intéressent et pas juste parce qu'ils ont un rôle particulier dans l'organisation. Hein, vous avez de ces individus qui vous disent oui, mais le chef, je vais aller l'écouter parce qu'éventuellement il est le chef et donc il va avoir l'impression que, n'est-ce pas? Hein, mais non, votre collègue peut avoir quelque chose d'extrêmement pertinent à vous raconter qui est bien plus pertinent que le chef. Donc voilà. Hein, pensez, moi je pense quand je vois ça à la septième compagnie. Hein, vous aviez les deux fantassins qui voulaient absolument mettre leur chef sur un piédestal, mais ce que le chef racontait n'était pas toujours pertinent. Par contre, ce que les deux autres pouvaient se raconter, c'était parfois beaucoup plus pertinent, c'était croustillant. Euh, voilà, apprenons à écouter ce qu'ils disent, mais aussi ce qu'ils ne disent pas. Euh, montrons de l'empathie. On peut écouter en effet avec empathie. Et on ne doit pas oublier aussi que, en montrant qu'on écoute, eh bien, on montre que l'on aime et que l'on apprécie l'autre, et que l'autre apprécie aussi d'avoir ce sentiment d'appréciation. Je crois que c'est très important. Euh, en écoutant et en développant son écoute, eh bien, on va pouvoir mieux aussi comprendre quel est le besoin actuel. On va pouvoir vérifier les émotions et à ce moment-là, ben, adapter éventuellement notre comportement par rapport à ces aspects d'émotion. De nouveau, suspendre notre jugement, hein, ça revient. Et quand l'intervention est longue, eh bien éventuellement suggérer de l'interrompre, mais pour un bref résumé. Pas pour pouvoir faire de son nez, mais éventuellement pour dire oui, si je t'ai bien compris, tu m'as bien dit ça, ça et ça. Oui, oui, oui. Ok, moi l'orateur, je vois que tu me suis, et alors à ce moment-là, on peut continuer et montrer qu'on continue à écouter, mais c'est juste pour être certain que. Et donc oui, eh bien, faire de l'écoute sa priorité. Vous vous rappelez de Sam Walton, je vous en avais parlé une fois précédente, ah oui, c'était dans l'autre masterclass. Sam Walton était le fondateur de Walmart, cette grande chaîne de distribution américaine, l'équivalent de Carrefour, si vous voulez, mais à l'échelle américaine. Donc, ce qui est grand en Europe, eh bien, aux États-Unis, c'est grand au carré au cube. Hein. Euh, et Sam Walton est un monsieur qui avait aiguisé son orientation client de façon vraiment très très forte. Il avait expliqué, par exemple, dans son entreprise que toute personne, et lui-même inclus, qui était à 3 mètres d'un client, eh bien, devait montrer à ce client qu'il l'avait vu en se tournant vers lui, en lui souriant et en lui adressant la parole
de façon amicale, style bonjour, bienvenue chez nous. En quoi puis-je vous aider? Et donc, c'était inviter le client à éventuellement rentrer en communication et donc là, se mettre à l'écoute. Hein. Et donc, voilà, il avait en effet ce genre d'approche qui était importante. Il avait aussi une autre pratique, c'est que quand il avait l'occasion de voyager dans une région, il demandait à son pilote d'avion eh bien, de le déposer éventuellement à un endroit qui n'était pas spécialement la ville de destination, mais qui était la ville la plus proche. Et il faisait en sorte de trouver alors à ce moment-là un transporteur de la société. Et il montait dans le camion et il faisait le reste du trajet en camion avec lui pour justement pouvoir discuter et écouter ce que le chauffeur de camion avait à lui raconter. Et il glanait comme ça une multitude d'informations sur son marché, le fonctionnement des relations entre les fournisseurs, l'entreprise, etc. C'était pour lui aussi le moment d'écoute. Donc je trouve l'humilité de cet homme-là vraiment intéressante. Alors pourquoi est-ce que nous avons envie d'interrompre? Mais parce que parfois nous avons l'impression que ce que l'autre a dit n'a pas une valeur éventuellement suffisante ou satisfaisante pour nous. On a aussi, et je reviens peut-être pour la troisième fois avec ce point, mais je crois que c'est un élément important, c'est ce sentiment de vouloir impressionner l'autre. Hein. Je t'interromps, je sais déjà de quoi tu vas parler. Euh, oui, peut-être, quoique. Hein. Mordons-nous la langue, fermons la bouche, coulons-nous les lèvres, que sais-je, croisons les doigts, enfin, trouvons un truc pour se maîtriser. C'est peut-être compliqué, mais on pourrait apprendre beaucoup de choses. Et de nouveau, ben, il y a éventuellement cette excitation qui fait que l'on puisse avoir envie d'intervenir, mais surtout, respectons l'autre, donnons-lui la possibilité de s'exprimer. Je crois que c'est vraiment important. Alors j'en ai parlé là tout à l'heure, eh bien oui, on augmente notre compréhension donc en se connectant tête à cœur, en voulant comprendre, euh, oui, en voulant comprendre le message et le message qui est derrière le message, le contenu des sensations. Oui, je suis désolé, j'avais oublié que j'avais mis ça dans un slide, mais je vous en ai déjà parlé. Euh, voilà, moi c'est ce que j'avais à vous raconter ici sur, ou à vous partager ici sur la compréhension. Et sur base de ce que l'on vient de parcourir ici entre nous ces quelques minutes, je vous invite à nouveau à reprendre cette échelle de 1 à 10 et à voir si vous avez envie de corriger votre auto-évaluation dans votre capacité de compréhension de l'autre. Euh, et d'écoute de l'autre, est-ce que vous allez euh, garder la même évaluation ou pas? Et ça va peut-être vous permettre à ce moment-là de savoir où vous avez à travailler. Alors, comprendre les autres. Comprendre les autres, nous allons voir ça sous trois angles. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas les autres? Ensuite, oui, oui, ça paraît, hein, mais posons-nous peut-être la question sous cet angle-là. Ce que l'on doit comprendre sur les autres. Et puis éventuellement, ben, choisir justement de comprendre les autres. Alors, eh bien, pourquoi est-ce que l'on a éventuellement un problème de vouloir comprendre les autres? Ça peut être une question de peur. Euh, dans les entreprises, euh, il y a toujours cette peur de celui qui est hiérarchiquement supérieur à nous.
dans le sens, ben, l'employé est intimidé par éventuellement le manager. Le manager est intimidé par celui qui est à un niveau de direction. Et celui qui est au niveau de direction est impressionné par éventuellement ceux qui sont dans ce que l'on appelle le comité exécutif, c'est-à-dire les 5 ou 8 personnes qui dirigent l'entreprise. Il y a toujours un peu ce complexe de dire que oui, je suis plus bas dans l'organisation, donc j'ai éventuellement moins d'impact, on va éventuellement moins me comprendre. Euh, et j'ai peur que mes idées vont être rejetées, pardon. Euh, j'ai peur que les autres ne vont pas aimer mon idée. Je ne vais pas recevoir le crédit pour l'idée que je peux apporter. Euh, mon patron pourrait éventuellement être apeuré par la suggestion que je mets sur la table, parce que ça pourrait, me semble-t-il, le mettre en danger. Et donc, il pourrait avoir du coup une réaction qui soit aussi une réaction de dénigrement ou de rejet. Je pourrais être éventuellement aussi étiqueté comme étant un fauteur de troubles parce que je remets toujours tout en question avec des idées neuves. Et oui, si ce que je propose ne fonctionne pas, je pourrais perdre mon job. Donc je me mets plein de barrières pour justifier que on ne va pas me comprendre et on ne va pas avoir envie de me comprendre ou de comprendre ce que je pourrais proposer. Donc, je reste dans mon coin, éventuellement invisible. Essayons de passer au-delà de cette barrière de la peur. Alors, il y a l'égocentrisme. Et l'égocentrisme, eh bien, c'est d'oublier de se mettre dans la perspective de l'autre. Et donc, on peut aussi se dire, il y a éventuellement des mots magiques. Et les mots magiques sont par ordre d'importance ou de non-importance. Le moins important, c'est le je. Ce sont 2 mots, 2 lettres, pardon. Les 2 lettres les moins importantes, c'est J-E, je. Mais les plus importantes, c'est T-U, tu. Les, le mot le plus important, c'est merci. Et puis alors après, on peut avoir, parce que je le lis en anglais et j'ai peur de me tromper. Euh, le deuxième mot le plus important, ça peut être nous. Alors il y a 3 mots très importants qui sont tout est pardonné. Et en graduation, on peut arriver à 4 mots qui est quelle est votre opinion? Ça peut être un peu magique ça. Quand on veut mettre 5 mots, c'est je veux te comprendre mieux. Et alors, le sommet, 6 mots les plus importants, vous avez fait du bon travail. Donc je peux répéter le nous ou le tu, le merci, le tout est pardonné. Quelle est votre opinion? Je veux te comprendre mieux et vous avez fait ou tu as fait du bon travail. Ça nous permet de sortir de cet égocentrisme et de franchir une autre barrière dans notre influence et notre capacité de comprendre les autres. Alors le point suivant, c'est ne pas apprécier les différences. Et c'est oublier qu'en fait, nous avons tous des qualités personnelles et notre personnalité qui font que nous avons notre originalité par nous-mêmes. Et grâce à cette multiplicité d'originalité, eh bien, on parvient à avoir une organisation qui fonctionne.
Euh, Essayez, moi je suis toujours perplexe ou avec un sourire au second degré quand je vois une équipe et j'ai connu des équipes de vente comme ça où le responsable de l'équipe disait, moi je veux des lions dans mon équipe. Et je dis oui, d'accord, et pour quel objectif? Ah, mais parce que le dehors, c'est la guerre et nous devons être des vainqueurs, nous devons les gagner les clients en arrachant ça par les dents. Je dis d'accord, parce que vous croyez que tous les clients ont envie de se faire mordre. Euh, oui, mais enfin bon, il faut un peu jouer des coudes, etc. Je dis non, 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 non. Vous pouvez très bien avoir des commerciaux qui vont y arriver en finesse par le relationnel et pas par l'agressivité du lion. Euh, oui, mais alors ce sont des agneaux. Non, 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 non. Ce sont des personnes très efficaces. Et on arrive dans un dialogue où il a l'impression que tout le monde doit lui ressembler. Le problème, c'est que quand ça va bien, il a l'impression en effet d'être un gagnant et d'être entouré de gens qui fonctionnent bien, puisqu'ils sont portés par une conjoncture ou par un moment où les choses vont bien. Et puis une fois que la situation est un peu plus compliquée, qu'il ne faut plus fonctionner comme des bulldozers et des arracheurs de viande, mais avec de la créativité, ils sont tout perdus parce que tout le monde pense de la même manière. Tandis que dans une équipe colorée avec différents types de personnalités, eh bien, à ce moment-là, oui, les autres fonctionnent différemment, pensent différemment, mais quelle richesse dans l'équipe! Quelle richesse dans l'équipe! Parce que là, il y a un débat. Là, on vient avec de la créativité et de la valeur. Hein. Si au football, on n'avait rien que des attaquants, il n'y a pas une équipe qui gagnerait, hein, parce que il suffit de les passer pour qu'à ce moment-là, on marque dans le goal de l'adversaire. Hein. Il faut des personnes dans le goal, à la défense, des distributeurs de ballons au milieu de terrain et des personnes à l'avant pour en effet aller marquer des goals. C'est la même chose. Apprécions la différence parce qu'elle est complémentaire. Hein. Et oui, il peut y avoir en effet des similarités dans des réactions émotionnelles, dans des situations, mais sachons les reconnaître et sachons justement grandir et construire au départ de ça. Alors ce que l'on doit comprendre des autres, ce que l'on doit comprendre des autres, c'est que tout le monde veut être quelqu'un. Tout le monde veut avoir de la signification pour les autres. Hein, c'est dans ce sens-là. Hein. On aime tous être reconnus. Et à juste titre, et à juste titre, euh, les personnes effacées ne veulent qu'une chose, c'est qu'à un moment, on voit qu'elles se sont effacées et qu'on leur permette de se rapprocher de la lumière. Elles n'ont peut-être pas envie d'être sous les feux de la rampe, mais elles ont envie d'être visibles. Hein. Nous avons au sein de la John Maxwell Team un jeu qui s'appelle le jeu du leadership, qui est un jeu qui est extraordinaire. Vous mettez une équipe autour de la table, vous les faites jouer pendant 1 heure et demie à ce jeu qui va les amener à réfléchir à des situations dans la vie privée, professionnelle, individuelle ou en équipe, et vous aurez à certains moments un membre de l'équipe qui va commencer à pointer du doigt un autre membre de l'équipe en disant je voudrais mettre en avant la valeur que Clarisse apporte à l'équipe. Et Clarisse, en fait, elle s'occupe d'un travail qui est obscur, qui est invisible en règle générale de la part de l'équipe, et donc ingrat pour la majorité des membres, peut-être pas pour Clarisse parce qu'il est valorisant, mais pour les autres, il est ingrat. Et Clarisse sait qu'elle est dans l'ombre des autres parce que, avec ce travail qui n'est pas valorisant à la base, mais le fait de pouvoir reconnaître la valeur qu'elle apporte et la contribution qu'elle apporte à l'équipe, ça va lui créer une émotion. Et elle va enfin pouvoir se dire, oui, je suis bien quelqu'un aux yeux au moins d'un membre de l'équipe. Et c'est ça qui est important. Et c'est là où, par exemple, ce jeu touche et fait des transformations dans des organisations. Parce que l'on reconnaît à un moment tout d'un coup, eh bien, qu'un membre qui est caché en règle générale, eh bien, en fait, a un rôle majeur dans l'organisation.
Hein. On souhaite aussi que on veut que vous vous souciez de ce que vous savez. Hein. Donc personne ne se soucie de ce que vous ne savez, de ce que vous savez tant qu'il ne sait pas que vous vous souciez de lui. Hein. Donc la relation est en effet dans les deux sens. Hein. Elle n'est pas à sens unique. Vous ne pouvez pas dire souciez-vous de moi, je ne vais pas me soucier de vous. Non, non, vous avez envie que l'on vous se soucie de vous parce que vous savez que en retour, eh bien, euh, vous voulez vous soucier des autres parce que vous savez, pardon, en retour, on va se soucier de vous. Et donc, c'est peut-être en effet illogique, hein, mais euh, donc les autres peuvent être illogiques et déraisonnables, ils peuvent être égoïstes, mais aimez-les quand même. Quand vous faites du bien aux autres, ils vont vous accuser ou imaginer que vous le faites parce que vous avez éventuellement un motif personnel derrière. Vous avez une intention particulière. Eh bien, continuez à faire du bien aux autres parce que peut-être qu'un jour, ils vont se rendre compte que c'est gratuit, que c'est pour leur bien et que ça n'est pas avec une attente de retour pour autant. Hein, le bon, la bonté ou ce que vous apportez aux autres aujourd'hui va peut-être être oublié demain. Mais ça n'est pas grave parce que vous l'avez fait. Et c'est ça qui est important. Hein. Vous, la grandeur d'une personne, avec les meilleures idées du monde, eh bien, peuvent être éventuellement réduites à néant tout simplement par le plus petit des hommes ou le plus petit des esprits. Hein. Tout simplement par la peur dont on a parlé tout à l'heure. Mais persistons à vouloir aider les autres ou à apporter en effet de la grandeur aux autres. Hein. On aime bien en effet favoriser des personnes qui sont euh, ce que l'on appelle je suis désolé, le terme en anglais, des underdogs. Je ne veux pas jouer mon Jean-Claude, mais je lis ici le texte en anglais, je ne parviens pas à trouver la traduction, mais des personnes qui sont sous-estimées, mais suivez quand même les leaders parce que c'est eux qui vont vous aider à grandir. Ne restez pas avec la meute. Euh, mais néanmoins, aidez les personnes de la meute qui veulent grandir, aidez-les à grandir. Ça oui. Hein, vous pouvez pouvoir passer des années à vouloir construire quelque chose qui peut être détruit du jour au lendemain. Ne perdez pas courage, continuez à construire. Euh, D'autres peuvent avoir besoin de votre aide, mais dans leur ambivalence peuvent aussi éventuellement vous agresser ou vous attaquer, euh, malgré le fait que vous les aidiez, parce qu'ils n'ont pas compris que c'était de l'aide que vous leur apportez. Mais continuez à les aider. Euh, Donnez au monde le meilleur de ce que vous avez, et vous allez éventuellement peut-être ne pas être connu comme tel, mais continuez à donner au monde le meilleur de ce que vous avez. Pourquoi? Parce que le bien, c'est possible, mais être grand, ça n'est pas assez. Et donc oui, en effet, eh bien, soyons grands, visons haut, soyons ambitieux, parce que nous allons éventuellement être surpris du résultat que nous apportons. N'oublions pas, visons la Lune, nous arriverons peut-être dans les étoiles, mais nous serons beaucoup plus loin que là où on est aujourd'hui. Tout le monde a besoin de quelqu'un. Les individus qui croient qu'ils n'ont besoin d'aide de personne, ils font un mauvais calcul. Parce que généralement, ils font du surplace, voire ils avancent, mais plus lentement qu'un escargot et qu'une tortue. Ceux qui n'ont pas peur de demander de l'aide et de faire appel à l'aide ou de tendre la main à d'autres, eh bien, ils avancent beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient jamais imaginé. Alors on peut être quelqu'un quand quelqu'un croit en vous ou vous comprend. Et ça, c'est parce que jusque-là, eh bien, on n'avait pas l'impression que l'on croyait en soi.
et on a besoin que l'autre croie en vous pour pouvoir croire en vous. Ne soyez, c'est bien de pouvoir arriver à un moment où en effet, eh bien, on a de la reconnaissance, c'est important, hein, c'est clair, mais n'attendons pas spécialement de la reconnaissance pour pouvoir croire en nous. Osons croire en nous. Mais tournons-nous aussi vers les autres pour essayer de les comprendre et pour les aider à grandir justement dans cette croyance que s'ils ne sont pas reconnus par d'autres, eh bien ils ne sont personne. Non, non. On peut les aider à grandir en devenant quelqu'un, même s'ils ne sont pas reconnus immédiatement par quelqu'un, par quelqu'un d'autre, pardon. Et enfin, n'oublions pas que en aidant une personne, ça n'est peut-être pas qu'une personne que l'on aide. Ça peut être une multitude de personnes parce que derrière cette personne se cachent plein d'autres personnes. Et que, sans le savoir, vous allez influencer et aider quelqu'un qui va vous être reconnaissant et qui va avoir envie de faire la même chose envers quelqu'un d'autre et vous allez donc avoir cet effet domino. Mais les autres dominos vous sont peut-être invisibles, mais faites-le quand même parce que ça vaut la peine de le faire et que ce sont de belles surprises. Alors pour choisir de comprendre les autres, eh bien, regardons la perspective du point de vue de l'autre. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont joueurs d'échecs, mais le jeu des échecs est un jeu qui, pour pouvoir gagner, vous oblige de pouvoir gérer deux parties en même temps, la vôtre et celle de votre adversaire. C'est fort compliqué parce que on doit être en mesure de pouvoir éventuellement faire le tour de la table sans le faire. Ou de temps à autre, eh bien, il ne faut pas avoir peur d'oser le faire parce qu'à ce moment-là, eh bien, vous allez vous rendre compte que le coup fumant que vous étiez en train de préparer, eh bien, il n'aura jamais lieu tout simplement parce que votre adversaire, au prochain coup, va vous le déclarer échec et mat. Euh, donc, regardons comment l'autre peut voir les choses. On va peut-être tout d'un coup découvrir quelque chose que l'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Essayons de comprendre le point de vue de l'autre, posons-lui la question, demandons-lui pourquoi il pense comme ça, et on va peut-être tout d'un coup découvrir un nouveau champ des possibles, là où on avait jusque-là des barrières et des frontières. L'empathie personnelle, je crois que ça, c'est certainement quelque chose qui est important. Tout le monde apprécie d'avoir quelqu'un en face de soi qui est capable de pouvoir montrer de l'empathie de façon appropriée. Euh, Parce que là, à ce moment-là, on se rend compte eh bien, que on touche en effet l'émotion là où il faut et comme il le faut. L'attitude positive envers les autres. Hein, si vous avez une attitude positive avec les autres, eh bien, vous allez être contagieux dans le sens où les autres vont commencer à avoir aussi envie de dupliquer ces actes parce qu'ils se rendent compte que ça a un effet sur eux qui est vraiment positif et important. Hein, vous avez en effet cet aspect euh, de l'histoire. Et je prendrais l'effet contraire qui est l'histoire du chef, mais de la caricature, qui est le chef a raison, le chef a toujours raison, et quand on est à l'article 2, eh bien, c'est l'article 1 qui s'applique. Et puis on continue dans les articles du code du chef, le chef ne lit pas, il s'éduque. Euh, il n'est pas en vacances, il se repose. Et vous avez toute cette litanie qui caricature le chef, mais d'une certaine façon, c'est un peu un contre-pied par rapport à ce que je viens de dire, mais on le présente sous une attitude positive néanmoins. Et donc, ben oui, regardons en effet l'attitude positive et la belle image, pas que l'on veut donner, mais que l'on donne réellement aux autres. C'est celle-là qui est importante. Et puis, surtout,
traiter chaque personne comme si elle était la plus importante au monde. N'oublions pas que nous avons envie de faire aux autres ce que l'on aurait envie qu'ils nous fassent, hein. Si on était à leur place, je crois que ça, c'est quand même quelque chose de vraiment important et qu'il ne faut pas oublier. Alors, je vous propose encore un dernier test ici, qui est d'essayer d'évaluer votre compréhension sur les autres. Et je vous propose 4 niveaux. Le niveau supérieur, c'est je peux presque toujours prévoir comment les autres se sentiront et réagiront dans une situation donnée. La compréhension est l'une de mes capacités les plus fortes. Le deuxième niveau, c'est la plupart du temps. Ce que les autres veulent a du sens pour moi. Je considère donc ma capacité de comprendre les autres comme étant un atout. Le troisième niveau, je suis surpris par les autres, aussi souvent que je suis capable d'anticiper leurs pensées. C'est dire, je considère donc ma capacité de comprendre les autres est moyenne. Et le niveau le plus bas, la plupart du temps, les sentiments et les motivations des autres sont des mystères pour moi. Je dois absolument faire mieux dans ce domaine. Quel que soit le niveau où vous êtes, il n'y a pas de meilleur, de moins bon ou de moyen, c'est le vôtre. Mais ça vous permet au moins de vous situer dans votre capacité de compréhension des autres et d'interaction avec les autres. Et ça vous permet au moins de voir là où vous pourriez éventuellement entreprendre un travail personnel pour développer vos capacités. Voilà, c'était le parcours que je voulais vous proposer ce soir et je vous remercie d'avoir été là jusqu'à présent. Euh, je, je suis ouvert à- au débat, à la discussion, à vous écouter. Si vous avez un commentaire, une question à formuler, eh bien, allez-y. Je vous propose de pouvoir justement avoir ce débat. Je vous invite seulement de le faire de façon disciplinée. L'un après l'autre, vous levez la main ou bien je fais le tour. C'est comme vous préférez. Ça peut être en mode popcorn et je vous ouvrirai le micro ou bien autrement. Euh, mais voilà, c'est votre tour maintenant. Ah, merci Gary pour la traduction d'Underdog en disant que c'était les opprimés et les perdants. Merci bien. Euh, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Qui veut intervenir? Je vois beaucoup d'hésitation. Oui, José, vas-y. Je me Merci. lance. Très bien. Euh, comment on peut utiliser l'assertivité justement dans cette approche d'écoute vis-à-vis de l'autre? Alors, je sais pas, ma question est peut-être un petit peu orientée, j'avoue. Non, non, non. Mais tout dépend si l'assertivité est de l'assertivité et pas de l'agressivité. Mhm. Je vais m'expliquer un peu plus, hein, José. Je veux dire par là, être assertif, alors ça peut peut-être, ça dépendra éventuellement de tu as des interlocuteurs qui seront capables de pouvoir hum, recevoir ton assertivité immédiate euh, sans problème. Il y en a d'autres, euh, ils vont Mm. éventuellement être un petit peu interloqués. Voilà, c'est comme ça. Après, ben, c'est de pouvoir c'est leur réaction qui va être intéressante. Oui, Et c'est dans leur réaction que tu vas être amené éventuellement euh, à jouer miroir en leur disant, bah, écoute, je vois que par rapport à ce que je viens de te dire, tu réagis de façon euh, de cette manière-là. Euh, si je t'ai choqué ou touché, je préfère que tu me dises pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, ça va nous permettre d'avancer. oui, oui, alors c'est intéressant parce que j'ai eu
j'ai eu une fois, en fait, dans une situation où j'ai utilisé, entre guillemets, la technique de l'assertivité, mais plus par Mhm, le questionnement, et j'ai eu un retour assez violent finalement, un retour, parce mhm, qu'en fait, finalement, j'ai pas, on me posait une question, en fait, finalement, la question me dérangeait, inconsciemment peut-être, et du mhm. coup, bah, j'ai répondu par une autre question. Oui, ça c'est la pratique des jésuites, cher monsieur. Mais non, non, je plaisante un peu. Mais Non, bon, mais mais- donc oui, et donc ton interlocuteur a réagi de quelle manière là? Très ah ben, agressif. très agressif, ouais, alors, Pourtant, oui. finalement, il m'a posé une question alors que j'étais occupé. Et donc je n'étais pas Ah, disposé forcément à entamer un jeu de dialogue finalement ou une discussion. Et c'est oui, vrai, finalement, oui. c'est pas que la question me dérangeait, c'est que je n'étais pas disponible. Je n'étais pas disponible dans Oui, ce. si la réponse est du style est-ce que c'est urgent, si la question, ta question était du style est-ce que c'est urgent, alors en effet, l'autre pour qui c'est en effet une question de vie ou de mort, il passe dans le rouge immédiatement. Voilà. Bon, ben, Et finalement, j'ai voulu utiliser l'assertivité en essayant de mhm, comprendre oui, pourquoi. oui, ouais, Le pourquoi. En fait, c'était presque, bah, c'est un peu ce que tu disais, hein, c'était avoir plus de clarté. En fait, c'était mhm, une question de clairvoyance, quoi, d'éclaircissement. Et lui, il l'a pas du tout vu comme ça. Donc, il a été plutôt en mode automatique et c'est parti un mhm. petit peu. Donc, Des tu as échanges. deux façons de réagir par rapport à ça. Mais avant de pouvoir, est-ce que tu connaissais la personne ou pas du? Bien sûr, bien sûr. Ok, donc tu Ah, avais éventuellement la possibilité de dire, écoute, ça tombe au mauvais moment, est-ce qu'on peut en parler dans X minutes, une heure ou quelque chose comme ça? ouais, bien sûr, ouais, ouais. Euh, ça c'est une façon de pouvoir gentiment parquer en disant, écoute, je serais très heureux de pouvoir être attentif pour toi, mais donne-moi un moment de pouvoir terminer une tâche. Mais autrement, oui, réagis dans le rouge, ben, là, c'est l'occasion de pouvoir justement aussi dire, écoute, je suis désolé si tu as cette réaction-là, c'était pas l'objectif de ma question, mais il se fait que tu arrives juste pas au bon moment pour moi non plus. Est-ce qu'on peut se trouver le meilleur moment pour pouvoir se parler? Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, il y a une question derrière, et je ne voudrais pas trop Oui, utiliser la parole. Est-ce que finalement, on peut rattraper, comment on peut rattraper ça plus tard? Est-ce que, est-ce que tu vois, parce on a parlé de pardon aussi, j'ai entendu. Est-ce oui, que, oui, oui, justement, oui. quelle technique on pourrait utiliser pour justement rattraper un petit peu ce malentendu finalement? Eh bien, je crois qu'en effet, alors, soit tu vas voir la personne à l'improviste, mais idéalement physiquement, en disant, écoute, est-ce que tu as 5 minutes pour moi parce que je voudrais m'excuser de la situation. J'ai bien compris que tu as senti ça comme une agression et c'était pas du tout mon intention. Et ça vous donnera l'occasion alors de pouvoir vous expliquer ou tu prendras euh, le relais par après. Mhm. Tu comprends ce que je dis? Ou tu prends rendez-vous. Donc, soit c'est à l'improviste, soit tu prends rendez-vous. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Très bien. Mais oui, mais OK? c'est intéressant. Ouais. Thierry, je réponds à ta question dans 2 secondes. Tu as- Est-ce que ça répond à ta question ici, José? Oui, Oui? parfait. Parfait. Merci beaucoup. OK. Mais avec plaisir, voyons. Alors, Thierry me pose la question de quel est l'objectif de cette masterclass. Mais écoute, Thierry, moi, l'objectif, le premier, c'est de pouvoir partager. C'est de pouvoir partager sur un contenu de qualité et de valeur, tout du moins de mon opinion, de ma croyance, et qui, j'espère, peut t'apporter de la valeur ou peut t'aider à évoluer dans cet enseignement, enfin, dans cette situation de leadership et d'influence que tu peux avoir. C'est une façon aussi pour moi de faire découvrir le contenu de la John Maxwell Team.
mais sans autre arrière-pensée derrière. Les gens qui participent sont libres de venir juste pour consommer ou plus. Voilà, c'est open bar. Ce que tu en ressors, c'est ce que toi tu veux. C'est comme une auberge espagnole. Est-ce que ça répond à ta question? Si tu veux, tu peux défaire ton micro, hein? Oui, voilà. Est-ce que ça Est-ce qu'on répond à ta peut... question? Oui, oui, tout à fait. Ok. Est-ce Voilà, qu'on peut en savoir plus sur la John Maxwell Team? avec grand plaisir. Si tu J'ai permets, été paresseux, j'ai pas fait mon homework. Thierry, ça n'est absolument pas grave. Je répondrai volontiers à ta question dans quelques minutes. Je voudrais d'abord m'assurer qu'il n'y ait pas d'autres questions sur le sujet, mais si tu as un peu de patience, avec grand plaisir, j'interviens. Oui, oui, je t'en prie, Virginie. Vas-y. Euh, Bonjour à tous. Je voulais juste peut-être aider José dans sa demande tout à l'heure quand il disait comment ça se passe Oui, quand voilà, on a une difficulté avec quelqu'un et puis revenir. En fait, éventuellement, le conseil que je peux te donner, en fait, c'est d'aller voir la personne quand elle a un temps calme et en fait, simplement de lui formuler ce que tu as ressenti à ce moment-là sans aucune accusation. Donc, quand tu lui parles, ne pas lui parler oui. en disant tu as fait quelque chose et machin, puisque du coup, Mhm, ta réaction t'appartient à toi seul. C'est toi qui as décidé de réagir comme ça. Mais du coup, lui formuler vraiment sans accusation en disant, écoute, voilà, de la façon dont ça s'est passé la dernière fois, je me suis un peu sentie mal à l'aise, c'était pas mon intention. À ce moment-là, c'est vrai que je voulais essayer j'avais besoin, parce que tu dois parler de ton besoin, donc j'avais besoin de calme pour finir cette tâche, mais il m'aurait peut-être été plus judicieux de te le présenter autrement, et donc du coup de savoir aussi à lui son besoin et lui dire, bah du coup, toi, quel était ton besoin à ce moment-là et comment la prochaine fois, si je me retrouve dans cette même situation, comment est-ce qu'on peut mieux dialoguer ensemble? Donc, c'est la capacité de se dire, bon, bah, cette fois-ci, effectivement, c'est pas bien passé. Par contre, comment je peux faire pour faire en sorte la prochaine fois que tous les deux, bah, on soit mhm. écolérés, arrive à se corréler, pardon, quand on a une difficulté dans ce type-là. Donc, et quand tu parles aux gens avec sincérité en fonction de ce que toi, tu as ressenti par rapport à cette conversation-là, ton mal-être, Mhm. parce que tu voulais, et que tu exprimes en fait ton besoin toujours en parlant de toi, tu vas voir que ça se fait très naturellement et que la personne très souvent en face se dit bah oui, bah moi aussi je me suis pas forcément sentie bien, bah, peut-être que moi aussi j'aurais dû faire autrement. Voilà, dès que tu parles avec ton cœur et tes propres émotions sans accusation, ça délie tout. Complètement d'accord, oui, sans jugement, oui, tout à fait. Oui. Génial, Merci. Virginie. Je t'adore, ma chère. Mais voilà. Oui, Clarisse. Voilà. Ouais. Salut tout le monde. J'ai bien aimé la présentation. C'est vrai que je trouve qu'on est au cœur de l'humain et qu'on est tous concernés, puisque ben, dès qu'on sort de son lit le matin, on s'en va à la relation à l'autre à travers la relation à Mhm. soi. Et donc voilà, pour moi, c'est des choses basiques qu'on devrait apprendre même à l'école. Ça commence à rentrer dans Ah, l'éducation, oui. etc. Mais je trouve que c'est une base, quoi. Euh, En primaire, il commence à avoir des classes où en fin de semaine, les enfants expriment ce qu'ils ont bien aimé de leurs petits copains, ce qu'ils ont bien aimé vivre Mhm. comme cours, etc. Quelles ont été leurs difficultés pour eux et de pouvoir exprimer comme ça la relation à soi et la relation à l'autre. Donc voilà, merci pour cette présentation. Il y a en fait, il y a une étude qui a été faite avec 3 difficultés que l'humain a à vivre dans la relation à l'autre au niveau de son ego. C'est la Mhm. première d'affirmer le je t'aime, que ce soit Mhm. dans la relation d'amour ou l'appréciation amicale ou la relation fraternelle, on va dire, on va Mhm. généraliser. Le deuxième mot, c'est le merci, donc de remercier. Et le Mhm. troisième, c'est excuse-moi. Et c'est vrai que, voilà, il y a en fait une possibilité facile de revenir, puisqu'on est tous humains et tous imparfaits, de revenir facilement à je dirais, des frictions de communication ou des étincelles qu'il y a eu dans la Mhm. communication, de revenir à simplement, oui, je n'ai pas compris ou mon intention n'était pas celle, en reprenant la responsabilité, comme disait Virginie aussi, et c'est important cette auto-responsabilité dans le leadership aussi, et de pouvoir aussi, voilà, simplement s'excuser si l'autre a été blessé par une intention qui n'était pas forcément la nôtre, mais s'excuser
pas en se condamnant ou en se culpabilisant, mais s'excuser de la situation, en fait, parce que d'affirmer que ce n'était pas ce qu'on désirait, mais voilà, c'est souvent des concours de circonstances qui font que, en fait. Donc voilà. Et alors, par rapport à la rencontre, j'aime bien cette idée, et on en a parlé dans la vente aussi, dans le fait d'être dans des rassemblements et du networking, etc., d'oser la rencontre à l'autre et de resituer, peu importe le rôle que chacun, en fait, habille quelque part, avec un costume, avec un jeu de rôle au quotidien, que ce soit à un moment donné son mari, à un moment donné c'est le père de famille, à un moment donné ça va être le plombier parce qu'il a une salopette avec sa mallette à outils. Peu importe finalement le rôle, c'est de se dire que toute rencontre est une opportunité d'apprendre, comme dit John Maxwell aussi, et de pouvoir s'enrichir à travers la relation à l'autre. À partir du moment où on met l'attention sur ça, on a envie de prendre soin de la relation. Et même si à un moment donné on n'est pas bien, ou même si ça s'effricte à un moment où voilà, j'ai eu un réel pétage de plomb via mon banquier au téléphone il y a 2 jours, mais j'en étais étonnée moi-même qu'un dragon sorte. Ça aurait pu être utilisé avec Solange dans la masterclass sur l'humour là et sur l'art oratoire, parce que c'était vraiment comme un gros dessin animé, c'était tellement caricaturé, un dragon qui sortait de sa grotte, quoi. Je me faisais peur à moi-même à un moment donné dans une prise de colère comme ça vis-à-vis de l'employé qui en soi n'en pouvait rien de l'erreur qui avait été commise. Et ben voilà, je suis revenue par un petit message écrit en m'excusant, et puis après j'ai téléphoné aussi, en m'excusant de cet emportement-là, etc., du dragon qui était sorti pour les faire rire aussi. J'ai utilisé l'image pour dédramatiser les choses et m'excuser de cette imperfection humaine, de cet emportement. Et tout a été OK, en fait. Tout était calme, tout était posé. On a pu organiser les choses, dénouer, en fait, les fils de la pelote de laine que chacun en tient, en fait. Et chacun est responsable de la relation qu'on entretient. Donc voilà, je voulais partager ça. Merci. Merci Clarisse, merci bien. Quelqu'un a encore une question? Vous souhaite avoir une intervention? Non? Écoutez, moi je vous remercie tous. Je vais répondre à la